Arsène Who. Derrière cette fameuse une de journal, publiée un matin de l'année 1996, c'est toute l'Angleterre du football qui s'interroge sur la personne même d'Arsène Wenger. À l'évidence, ce jeune entraîneur étranger inconnu du grand public, dont le CV de footballeur est quasiment vierge et qui débarque à peine du championnat japonais, n'a pour beaucoup absolument pas les épaules pour entraîner un club aussi puissant qu'Arsenal. En interne d'ailleurs, la position des cadres du vestiaire londonien est à peu près identique. Aujourd'hui encore, Tony Adams, le mythique capitaine des Gunners, l'admet sans complexe. Au début, j'ai pensé, mais qu'est-ce que ce Français y connaît au foot? Il porte des lunettes, mais est-ce qu'il sait au moins parler anglais? Dans un club alors déjà fréquenté par de grosses personnalités, tout le monde s'accorde en effet à dire que l'inexpérimenté Wenger risque de se faire bouffer par son vestiaire, lui qui ne jouit même pas du crédit d'anciens joueurs. Ce danger pourtant, l'ancien coach de l'ASM l'a parfaitement compris en réalité. Et avant même de discuter tactique avec ses nouveaux joueurs, il sait qu'il va devoir gagner leur respect. C'est ainsi qu'au lendemain de sa signature au club, Wenger exige aussitôt une réunion express avec David Dein, le vice-président du club. L'objet de cette réunion, la relecture des contrats de nombreux joueurs de l'équipe, dont certains disposent d'après lui d'un salaire qui ne concorde absolument pas avec leur niveau de jeu réel, et surtout avec les ambitions d'Arsenal pour les années à venir. Après négociation, la quasi-totalité de l'effectif londonien, de Tony Adams à Dennis Bergkamp, se verra donc attribuer une augmentation de salaire en accord avec son âge, son statut et son niveau de jeu au sein de l'équipe. Pour nombre de joueurs, une véritable révolution structurelle. Et pour Wenger, de quoi se garantir une tranquillité de vestiaire pour les mois à venir. Le temps pour lui de mettre en place sa tactique et ses méthodes nouvelles, sans pour autant risquer l'affront de ses hommes. Auteur d'une première saison plutôt prometteuse en première ligue, achevé à la 3e place du classement, le management façon Arsène Wenger finira par lui donner raison dès la saison suivante. Vainqueur cette année-là du championnat d'Angleterre, justifiant ainsi auprès de ses dirigeants toutes les augmentations de salaire négociées précédemment. Mais lâcher de très gros salaires et de très grosses sommes d'argent pour faire venir des joueurs, le coach alsacien cessera peu à peu de le faire en réalité. Dès le début des années 2000 en effet, la patte Wenger est d'ores et déjà perceptible sur le marché des transferts. Elle se matérialise par le recrutement de joueurs souvent très jeunes, quasiment gratuits et limite inconnus pour certains, mais en réalité très prometteurs. Un matin de l'hiver 2002 par exemple, les dirigeants londoniens reçoivent l'ordre d'accueillir le temps d'un essai un jeune défenseur ivoirien formé à la SEC Abidjan. Il s'appelle Kolo Touré et Wenger est persuadé de pouvoir en faire un bon défenseur de première ligue. Ainsi, afin de trier les joueurs convoqués pour cette séance d'essai, le coach londonien a d'ailleurs organisé un match d'entraînement. Ce matin-là pourtant, la séance d'essai ne va pas se dérouler exactement comme prévu. Car pour mettre à l'épreuve le jeune Kolo Touré, Wenger a choisi de lui opposer l'attaque titulaire d'Arsenal. Et sur l'un de ses premiers ballons justement, Thierry Henry est immédiatement victime d'un énorme tacle assassin par derrière. Un tacle dont l'auteur se nomme Kolo Touré, qui vaudra à ce dernier une première remontrance verbale de la part de son entraîneur. « Kolo, qu'est-ce que tu fais? Pas de tacle !» Une minute plus tard pourtant, bis repetita. Cette fois-ci, c'est au tour de Dennis Bergkamp de s'emparer du ballon et, à son tour, de se faire découper en morceaux sur un tacle par derrière signé Kolo Touré. Témoin de la scène, le reste du groupe londonien hésite alors entre le rire et les larmes. Les larmes face aux possibles blessures de Bergkamp et d'Henry, titulaires indiscutables en attaque, et le rire face à l'inconscience de Kolo Touré, capable donc de sécher sans aucun complexe les deux meilleurs joueurs d'un club pour lequel il postule. Face à une telle attitude en tout cas, Arsène Wenger lui choisit de changer les règles du jeu. Les tacles désormais, prévient-il, seront tout bonnement interdits pour le reste de la rencontre. Quelques minutes après, la balle atterrit alors par erreur dans les pieds d'Arsène Wenger, habillé en tenue de footballeur pour l'occasion et présent sur le terrain pour observer ses joueurs.
C'est sans doute la raison pour laquelle Kolo Touré choisit aussitôt d'intervenir à l'aveugle, se fendant une fois de plus d'un tacle assassin les 2 pieds décollés en direction de la balle. Dans les pieds de Wenger donc. La suite nous est alors rapportée par l'ancien joueur Ray Parlour, présent ce jour-là. Touré l'a taclé des 2 pieds, se souvient-il. Je peux vous dire qu'on a entendu Wenger hurler. Il a dû aller à l'infirmerie. Kolo a presque fondu en larmes. Son jour de chance était ruiné. Je suis allé à l'infirmerie. Arsène avait un bloc de glace sur la cheville. Je lui ai dit « Je ne pense pas que c'était intentionnel ». Il m'a immédiatement répondu « On le signe demain. J'aime son envie ». Sûr de lui en effet, Wenger ordonnera à ses dirigeants la signature d'un contrat pour le jeune Kolo Touré. Et la suite de l'histoire, tout le monde la connaît. Mais au fond, ce jeune entraîneur au physique d'un télo, surnommé le professeur par certains journalistes, et français de surcroît, a aussi et surtout secrété la jalousie de bien d'autres entraîneurs de première ligue, tous narcissiquement irrités à l'idée de voir débarquer chez eux un concurrent, venu leur faire la leçon en matière de foot et de tactique. Parmi eux, Alex Ferguson bien sûr. Lui, le fils d'ouvrier écossais qui n'a par exemple jamais compris le statut d'intellectuel du football conféré à Wenger par la presse britannique. En conférence de presse pour l'anecdote, Ferguson lancera même un jour en parlant de son homologue d'Arsenal. L'intelligence. On dit que c'est un homme intelligent, n'est-ce pas? Qu'il parle 5 langues. Eh bien moi, je peux vous présenter un garçon de 15 ans originaire de Côte d'Ivoire qui parle 5 langues lui aussi. Dans un autre registre, Wenger se serait également attiré les foudres des coachs de première ligue, en refusant de se plier à la tradition selon laquelle à l'issue d'une rencontre, l'entraîneur visiteur est invité à venir boire un verre dans le bureau de son adversaire du jour. Une accusation dont la véracité est en réalité loin d'être établie, encore aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, invincibles en 2004, les Gunners finissent par atteindre la finale de la Ligue des Champions en 2006. Une finale perdue de façon cruelle, à 10 contre 11 durant quasiment toute la partie. Mais fort heureusement, un parcours qui scellera définitivement le prestige d'Arsène Wenger sur le banc de touche. Hasard ou non, lors de l'été 2006, les rumeurs d'un départ le concernant se font de plus en plus sentir. Surtout à l'aube de la création de l'actuel Emirates Stadium, synonyme pour Arsenal de restrictions budgétaires sur le marché des transferts. Des restrictions budgétaires, le Real Madrid lui peut se vanter de ne pas en avoir à l'époque. Et ça tombe bien, car depuis le 8e de finale retour de Ligue des Champions entre Arsenal et la Maison Blanche, magnifiquement remporté par le duo Wenger-Henry, le coach français a tapé dans l'œil des dirigeants madrilènes. En 2004 déjà, Florentino Pérez en personne avait tenté une première approche. En vain. Si l'on en croit la légende, Wenger aurait notamment lancé au bord de madrilène la pique suivante lors d'une réunion de négociation. Vous comptez encore aller à Hollywood cette année? Ou bien comptez-vous monter une véritable équipe de foot? En référence bien sûr à la fameuse politique des Galactiques menée par Florentino Pérez au Real. Toujours est-il qu'en 2006, l'homme d'affaires espagnol Villar Mir, candidat pour les élections, revient à la charge. La rencontre aurait eu lieu à Paris, derrière les murs du luxueux hôtel Crillon, là où un pré-contrat aurait carrément été posé sur la table par le dirigeant madrilène. Un pré-contrat alors unique dans l'histoire du Real, dans lequel il est question d'élargir au maximum le pouvoir de décision de l'entraîneur, du jamais vu pour un entraîneur madrilène. Avec la promesse de campagne Arsène Wenger, Villar Mir pense alors avoir sa carte à jouer pour les élections à venir. Quelques semaines plus tard pourtant, c'est bien Ramón Calderón qui est élu président du Real Madrid. Wenger ne signera donc jamais pour la Maison Blanche. Dommage. La perspective de voir l'effectif 2006-2007 du Real, composé entre autres de Guti, Beckham, Raúl, Ronaldo et Ruud van Nistelrooy, le tout coaché par l'ancien entraîneur d'Arsenal, aurait probablement pu donner lieu à un véritable feu d'artifice footballistique sur les pelouses de Liga. D'ailleurs, concernant sa façon d'envisager le management d'une équipe au très haut niveau, Arsène Wenger finira par dévoiler un jour sa vision des choses.
Une équipe de football, assure-t-il. C'est comme une belle femme. Si vous ne le lui dites pas, elle oublie qu'elle est belle.